par Gaston Louis Vuitton, et c'est donc le musée de l'Union des fabricants, qui est la plus ancienne association de lutte anti-contrefaçon, comme vous le voyez d'ailleurs sur l'acte de naissance de notre association, qui date de 1872. Évidemment, ce musée a une vocation pédagogique. C'est pour ça qu'on présente, quand c'est possible, le vrai et le faux côte à côte. Tous les objets réunis ici nous viennent des douanes, évidemment. Enfin, en tout cas, ils ont au moins fait l'objet d'une saisie en douane ou d'un jugement. Évidemment, c'est pas nous qui allons les chercher sur Internet ou sur les marchés. Et en gros, c'est à peu près tout pour l'histoire du musée. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en gros ce qu'est la contrefaçon aujourd'hui, si vous deviez donner une définition Alors, qu'est-ce que c'est que la contrefaçon aujourd'hui? Avant tout, évidemment, c'est une copie qui est faite sans autorisation. Et le problème de la contrefaçon aujourd'hui, justement, c'est qu'elle n'est plus le fait d'un petit artisan à droite, à gauche, à travers le monde. Aujourd'hui, elle est vraiment industrialisée et globalisée, mondialisée, avec des réseaux très bien construits au niveau international. Et à partir de quel point, en fait, vous pouvez considérer que la contrefaçon qu'une marque va s'être fait copier? Parce qu'il y a des fois où c'est très évident, comme avec Vuitton et les sacs, et d'autres fois où c'est plus subtil quand même. Donc, est-ce que juridiquement, il y a quelque chose, genre une loi, est-ce qu'il faut tant de différences, ou tant de points de ressemblance pour... Alors, dans l'esprit du grand public, on s'imagine souvent que il faut qu'il y ait cette différence pour qu'on ne parle plus de contrefaçon. Ça, c'est du domaine du fantaisiste. En fait, ce qui est indiqué dans la loi, c'est qu'on distingue deux types de contrefaçon. L'une qui est à l'identique. Ici, c'est ce qu'on appelle une contrefaçon à l'identique. On a à la fois la contrefaçon de la marque et du modèle. Et dans le cadre d'une contrefaçon non à l'identique, comme ici, le critère qui prévaut, c'est le risque de confusion. On considère en fait qu'à partir du moment où il y a un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, on peut parler de contrefaçon. Donc c'est le cas ici. Évidemment, dans ce cas-là, c'est un juge qui va trancher. Et dans ce cas, quelles sont les démarches mises en place par les créateurs qui se font copier? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des fabricants, des créateurs, en tout cas les grandes entreprises, disposent d'un service juridique et de plusieurs juristes spécialisés en propriété intellectuelle qui vont défendre leurs droits en propriété intellectuelle. Donc, dans le cas de Vuitton ou de Dior, évidemment, chaque modèle est déposé à l'INPI, ce qui permet de revendiquer ses droits de propriété intellectuelle. Et les juristes vont attaquer, soit en procès, soit essayer d'approcher l'entreprise copieuse pour régler les choses à l'amiable. D'accord, et les peines, du coup, c'est des fermetures d'usines, c'est des amendes? Alors on distingue plusieurs choses, ouais. Évidemment, il y a les sanctions douanières, dans ces cas-là, c'est la destruction des marchandises et du matériel de reproduction. Une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 €, voire 500 000 € en cas de contrefaçon dite dangereuse. Et par-dessus s'ajoutent évidemment les sanctions civiles. Si la marque copiée décide de porter plainte, ça peut s'étendre à bien plus encore. Et par exemple, des fois, on voit qu'il y a juste un logo de copié, juste un système de fermeture. En fait, dans ces cas-là, est-ce que c'est possible que la contrefaçon soit quand même considérée comme originale ou En tout cas, si on prend en compte la législation française, prenons le cas d'Hermès, là vous avez cette fermeture donc, vraiment très particulière du sac Birkin.